Hello tout le monde et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo qui promet d'être captivante et intrigante. Nous allons plonger dans une affaire criminelle qui a profondément bouleversé la vie d'une petite fille de 7 ans et de toute sa famille. Nous allons également analyser la psychologie de l'auteur du crime et plonger dans les méandres de son esprit pour essayer de comprendre comment un tel acte a pu être commis. Je vais traiter cette affaire en détail et en profondeur pour que vous puissiez en savoir plus sur les événements qui ont conduit à cette tragédie. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir une histoire qui vous laissera sans voix. Et si vous êtes prêts, commençons. C'est le 17 novembre 2004 et nous sommes au Japon, dans le quartier de Tomio, à Nara. C'est là que tout a commencé pour Kaede Harimaya, une petite fille de 7 ans qui deviendra la protagoniste malheureuse d'une histoire bouleversante. Kaede est une fille que nous ne connaissons pas très bien, si ce n'est qu'elle a une petite sœur et une famille qui l'aime beaucoup. Elle est douce, joyeuse et très intelligente et c'est une élève brillante à l'école. Sa petite sœur est sa meilleure amie et elle est toujours prête à la protéger. Le 17 novembre, tout a commencé comme une journée normale pour Kaede. Comme d'habitude, elle quitte sa maison pour se rendre à l'école où elle suit ses cours sans aucun problème. À la fin des cours, elle sort pour rentrer chez elle à pied en informant ses parents de chacun de ses déplacements. Ce jour-là, elle a son téléphone portable avec elle et vers 13h40, elle appelle sa mère pour lui dire qu'elle va rentrer à la maison prendre son vélo avant de retourner à l'école pour assister à un match de volleyball. Mais ce jour-là, le destin a d'autres projets pour Kaede. Alors qu'elle marche tranquillement sur le chemin de retour, un homme inconnu s'arrête brusquement en voiture juste devant elle. Ils ont échangé quelques mots sans que personne ne sache exactement ce qu'ils se sont dit. Et puis, en un instant, Kaede se retrouve seule avec cet inconnu qui la force à monter dans sa voiture. En ce moment-là, la fille ne doit pas comprendre ce qui se passe. L'inconnu lui dit qu'il la ramènera à l'école en échange d'un petit service. Il aurait oublié des bagages et aurait besoin de son aide pour les récupérer. Croyant qu'elle aide simplement un étranger dans les besoins, Kaede ne se doute pas que sa vie va basculer dans l'horreur. Elle semble avoir été piégée par l'homme, peut-être prise au dépourvu. Elle n'avait jamais été confrontée à une demande d'aide d'un adulte de cette manière auparavant, donc elle ne savait pas comment réagir. Mais au-delà de la façon dont elle s'est retrouvée là avec cet inconnu, le fait est que cet homme mentait depuis le début. Il n'avait rien perdu du tout et conduisait la petite fille à son appartement parce qu'il voulait lui faire du mal. Vers 15h, Kaede est prisonnière de son ravisseur. Il la déshabille et la jette dans une baignoire remplie d'eau. Le monstre veut la toucher, abuser d'elle. C'est peut-être à ce moment-là que Kaede trouve le courage de se rebeller ou de réaliser qu'elle est dans une situation dangereuse. Elle commence à crier, attirant l'attention des voisins. Le monstre réalise le risque qu'il prend et ne veut pas se faire attraper. Il attrape la fille par le cou et la plonge dans l'eau de la baignoire. La vie de Kaede s'éteint à jamais. Maintenant, le monstre tient un cadavre entre ses mains. Cela lui donne la permission d'abuser du corps. Vous pouvez imaginer comment. Mais il n'est pas satisfait de cela. Il arrache les dents de Kaede, prend des photos de son corps meurtri, puis va manger dans un restaurant comme si rien ne s'était passé. Il doit maintenant décider quoi faire de ce corps. Mais en attendant, il fait quelque chose de vraiment effroyable. Vers 20h, le monstre envoie des photos qu'il a prises à la mère de Kaede. Et pour faire cela, il utilise le téléphone portable de la petite fille et il écrit un texte simple, terrible et direct. J'ai ta fille. Le monstre, d'un sang-froid effrayant,
rentre chez lui après avoir tué Kaede et se débarrasse de son corps comme si rien n'était. Il est vraiment terrifiant de voir à quel point il agit avec une telle indifférence envers la vie humaine. C'est un vrai monstre. Il la couvre de vêtements et l'abandonne dans un coin isolé de la campagne, cachant les preuves de son acte odieux sur son téléphone et sur son ordinateur. Le monstre retourne ensuite à son appartement, satisfait de son crime abominable. Pendant ce temps, la famille de Kaede est en train de vivre un véritable cauchemar. La mère s'inquiète quand elle ne voit pas sa fille rentrer. Elle tente donc de l'appeler, mais elle ne reçoit aucune réponse. Les heures passent sans nouvelles de la petite fille, et la famille commence à paniquer. Ils signalent rapidement sa disparition à la police, mais l'angoisse est omniprésente. Puis, peu après de 20 heures, l'horreur se révèle. La mère reçoit un message sur son téléphone portable, avec une photo de sa fille décédée en pièces jointes. La famille est effondrée, sans espoir de la revoir vivante. Après la déclaration de disparition faite par la mère de Kaede, des centaines de policiers, des résidents et des bénévoles ont ratissé la zone, mais en vain. Cependant, peu après minuit, toujours le même jour, un conducteur est tombé par hasard sur les restes de la petite fille, le long d'une route de banlieue. Il a immédiatement contacté la police, qui est rapidement arrivée sur place pour confirmer l'identité de la jeune victime. Ils ont retrouvé Kaede habillé de son sweat rouge et de sa jupe en jean, mais son téléphone portable, son sac à dos, ses chaussettes, ses chaussures et sa veste en jean manquaient. Ils ont tout de suite soupçonné qu'elle avait été tuée ailleurs, car il n'y avait pas de traces de sang à cet endroit. Ils ont cru qu'elle avait été jetée là, et l'autopsie a confirmé leurs soupçons. Les médecins légistes ont trouvé de l'eau dans les poumons de Kaede et ont découvert que la cause de la mort était la noyade. Cependant, l'eau était propre, sans boue ni résidus, ce qui suggérait qu'elle avait été tuée dans un évier, ou plutôt dans une baignoire, et pas dans une rivière ou dans un étang. Ils ont retrouvé également des poils appartenant à un homme et des marques le long du corps, ainsi que des traces de ce qui a été identifié comme une agression intime. Ils ont quelque chose entre les mains, mais seulement des indices potentiels difficiles à comparer. Il n'est pas possible de remonter très loin dans l'identification du coupable grâce seulement au message que la mère avait reçu, car le téléphone et le numéro de téléphone utilisé étaient bien celui de la victime. Et étant 2004, il n'y avait pas les mêmes outils de traçage qu'aujourd'hui. L'ADN retrouvé est une source d'informations à comparer. Mais avec qui? La police enquête durement. Ils ont un cas vraiment difficile devant eux. Après 6 mois d'enquête, la police ne semblait pas avoir beaucoup d'avance sur cette affaire. Ils ont imprimé des affiches pour solliciter des témoignages et espérer trouver de nouveaux indices, mais sans succès. La seule piste dont disposent les enquêteurs est le message envoyé à la mère de Kaede. Pendant tout ce temps, ils ont travaillé d'arrache-pied dans cette direction. Les enregistrements téléphoniques de la victime ont été examinés pour réduire la zone géographique à partir de laquelle le message a été envoyé. Ensuite, grâce au témoignage d'une jeune fille qui les avait vus ce jour-là, ils ont obtenu une description de la voiture que le coupable aurait pu utiliser le jour du kidnapping. Les policiers se rapprochaient lentement du monstre. Cependant, le tueur est totalement inconscient des enquêtes en cours et croit qu'il a réussi à échapper à la justice. Mais le 14 décembre, il réapparaît soudainement. Il envoie une nouvelle photo du corps de Kaede à sa mère, accompagnée d'une phrase inquiétante. Sa sœur sera la prochaine. Pire encore, il a osé montrer cette deuxième photo à des clients d'un restaurant, en prétendant l'avoir trouvée en ligne, comme pour se moquer de la police. Pourtant, il avait gardé cette photo sur son propre téléphone portable, s'envoyant lui-même des copies. Et c'est grâce à cette imprudence que les enquêteurs ont finalement pu le retrouver. Le 30 décembre, la police débarque chez l'homme, et ceux-là qui retrouvent le téléphone portable de la petite Kaede, ainsi que d'autres preuves choquantes de sa culpabilité. Ils ont trouvé environ 100 vidéos de matériel pornographique impliquant des mineurs, ainsi que des sous-vêtements et des maillots de bain appartenant à plus de 80 filles, ainsi qu'un mannequin dépourvu de bras. Il a été arrêté presque immédiatement,
sur la base des nombreuses accusations avérées. Maintenant, il ne reste plus que le procès, et son nom est enfin rendu public. Les médias diffusent la nouvelle de ce monstre qui a abusé et tué la fillette de 7 ans. Son nom est Kaoru Kobayashi, et sa culpabilité est incontestable. Kaoru Kobayashi est né en 1968 à Osaka, au Japon. Il a grandi dans un environnement violent où son père était souvent violent envers lui. À l'école, il était victime d'intimidation, sans jamais vraiment trouver sa place dans le monde. Le système scolaire japonais n'a pas aidé, créant un environnement toxique dans les salles de classe. Malgré cela, Kaoru semblait manquer de ressources nécessaires pour avancer dans la vie. C'est Kaoru même qui dit que sa vie aurait été différente s'il avait grandi dans une famille aimante. Outre les difficultés d'éducation, l'intimidation à l'école et ses difficultés à socialiser avec ses camarades, Kaoru a également subi un deuil insupportable. La mort de sa mère à l'âge de 10 ans. Cette perte a créé un vide immense dans sa vie, ajoutant un nouveau problème à affronter. Sa famille, déjà problématique, n'était pas non plus très aisée financièrement, et ainsi, dès l'âge de 10 ans, l'esprit du jeune a commencé à sombrer dans une spirale descendante. Il a commencé à fumer très jeune, à voler des objets et des motos. L'homme a commencé à travailler en distribuant des journaux. Et c'est à cette période qu'il commence de toucher de manière inappropriée les camarades de classe, les serrant dans les bras par derrière, touchant leur poitrine, et plus encore. En 1989, à l'âge de 21 ans, il a été arrêté pour la première fois et condamné pour avoir agressé sexuellement 2 fillettes de 5 ans. Il était condamné à une peine de 4 ans, mais qui était suspendu sous probation. On lui a donné une chance de pouvoir continuer sa vie d'homme pratiquement libre. L'homme a ensuite travaillé comme chauffeur de poids lourd, et à cette période, il avait une relation avec une femme. Cependant, son désir pervers envers les mineurs ne fait qu'augmenter et ne semble pas vouloir se calmer. C'est à ce moment qu'il commence de s'entourer de matériel impliquant des enfants, et en 1991, il commet une deuxième infraction. Il a essayé d'agresser une fillette de 5 ans dans une garderie. Lorsque la victime potentielle a commencé à crier, il a commencé à appuyer fortement sur son cou. La fillette a heureusement survécu et Kaoru a été arrêté inculpé de tentative de meurtre. Bien que sa deuxième peine ait été annulée, il a tout de même été condamné à 4 ans de prison, en plus des 3 ans pour tentative de meurtre. Cependant, il a été libéré temporairement en 1995, après avoir purgé seulement 4 ans de prison. Son parcours professionnel chaotique s'explique par son comportement inapproprié. Retard fréquent, ivresse, vol, fraude et autres encore. Les personnes qui le connaissaient le décrivent comme un menteur compulsif et peu fiable. Une personne vraiment détestable. Le 17 novembre 2004, un mandat d'arrêt est émis contre lui pour avoir volé des grosses sommes d'argent au journal où il travaille. À cette époque, qui coïncide avec le crime de Kaede, Kaoru est enragé et incontrôlable. Il continue d'avoir des problèmes avec la loi, allant même jusqu'à voler des sous-vêtements pour enfants chez des voisins. Avec l'avènement d'Internet, son ordinateur déborde de matériel impliquant des enfants, et il continue de parcourir des écoles, des garderies et des centres de loisirs où se trouvent des enfants, ses proies préférées. Un autre exemple de ces actions horribles est quand il a acculé une petite fille de 6 ans dans un parking. Il s'est déshabillé et a interagi avec elle, tout en prenant des photos avec son téléphone portable. En somme, Kaoru est un véritable récidiviste pervers qui a profité de l'indulgence de la loi envers lui pour poursuivre ses objectifs et même les aggraver. Après sa dernière arrestation, les médias ont clairement mis en évidence son passé et son présent, suscitant une grande indignation. Il a dit cette phrase à propos de ses tendances et de ses fautes. « La société ne me comprendrait pas, quoi que je dise. » Mais maintenant, il est sous les feux de la rampe, et le procès contre lui peut enfin commencer. Kaoru est décrit comme un individu dangereux et perturbé, récidiviste dans son comportement criminel, profitant de la clémence de la loi pour poursuivre ses objectifs malsains. Les procureurs demandent la peine de mort, considérant que la réhabilitation de Kaoru est impossible.
Il critique également les tentatives de traitement antérieures et pense que cet homme ne sera jamais capable de s'intégrer à la société. Cependant, sa défense espère une peine plus clémente. Il met en avant son passé difficile, son éducation chaotique et sa jeunesse violente pour expliquer ses agissements. Mais l'homme prend tout le monde par surprise en plaidant coupable et en demandant à être exécuté rapidement. Les paroles de ses avocats ne semblent pas avoir d'impact. L'homme veut mettre fin à sa vie de criminel. L'homme n'a jamais montré des remords et a refusé toute défense en salle d'audience. Son comportement a été si détaché qu'il bâillait souvent pendant les audiences et n'a pas présenté d'excuses à la famille de sa victime. Le juge du tribunal du district de Nara a confirmé l'apathie de Kaoru envers ses crimes, comme s'il n'en avait rien à faire, sachant qu'il avait été finalement attrapé et conscient qu'il avait terminé sa vie sur Terre. Le 26 septembre 2006, Kaoru Kobayashi a été condamné à mort après avoir été reconnu coupable de son crime. Bien que sa défense ait fait appel, Kaoru l'a rapidement retiré, montrant clairement qu'il voulait mettre fin à ses jours. Selon les rapports, ce criminel aurait été la première personne à être condamnée à mort pour un seul meurtre. Mais il est difficile de savoir si cela concerne tout le Japon ou seulement cette préfecture. En tout cas, Kaoru Kobayashi a été exécuté le 21 février 2013, à l'âge de 44 ans. Après l'arrestation et la mort de ce criminel, la ville où vivait Kaede, la victime, a été profondément choquée et meurtrie. Le directeur de l'école primaire que Kaede fréquentait a confié aux journalistes que sa famille souffrira toujours, même si Kaoru Kobayashi a été condamné. Les parents continuent d'accompagner leurs enfants à l'école et de poser des fleurs sur la chaise de Kaede 2 ans après son décès. Pour les enfants et les parents, cette affaire ne sera jamais vraiment terminée. Il est important de souligner qu'à l'origine, lorsque le crime a été signalé en 2004, le nom de Kaede avait été gardé secret par les médias. Cependant, sa propre famille a choisi de révéler son nom et de publier sa photo en 2006. Son père a également écrit un livre de souvenirs, dont voici quelques extraits. Il y a 16 ans, Kaede nous a été arraché. Même après toutes ces années, nous sommes encore affligés par la triste pensée que sa vie n'a pas été épargnée. Il aurait aimé essayer sa nouvelle bicyclette et voir sa mère et sa sœur. Le chagrin de lui avoir enlevé son avenir ne guérira jamais. Chaque matin, ma fille m'envoyait un message. Je n'aurais jamais imaginé que ma douce fille, toujours souriante et proche de sa petite sœur, disparaîtrait de nos vies quotidiennes. Je ne souhaite pas cette douleur à quiconque. Notre seul désir est de retrouver Kaede. J'aimerais la revoir et vivre heureux avec notre famille au complet. Il n'y a pas d'autre souhait. Même si je sais que c'est impossible. Mais je veux croire qu'elle est toujours parmi nous et que nous pourrions vivre à nouveau ensemble. Kaede est là. Nous 4 sommes là. Et nous resterons toujours une famille. La famille, la ville et le pays tout entier continuent de panser les plaies des événements tragiques qui se sont déroulés. En 2005, le ministère de la Justice a lancé un nouveau programme visant à prendre en charge les auteurs de crimes sexuels. Ce programme implique le partage d'informations avec l'Agence nationale de police sur les auteurs des crimes sexuels libérés des prisons. Un traitement en grande échelle est également mis en place en prison pour aider ces criminels à faire face à leur maladie. Ces mesures supplémentaires visent à assurer la sécurité des enfants en rendant plus difficile la prédation des criminels tels que Kaoru. Ils espèrent ainsi que les enfants pourront aller à l'école en toute sécurité et bénéficier du soutien de leurs enseignants, voisins et communautés. Depuis cette histoire, la prise de conscience a augmenté dans cette région et des programmes ont été mis en place pour garantir que les criminels dangereux ou ceux souffrant des troubles mentaux puissent chercher de l'aide de manière appropriée. Kaede était une petite fille de 7 ans qui a perdu la vie trop tôt, mais on espère que son histoire pourrait en sauver d'autres. C'est ainsi que nous nous souvenons d'elle, en clôturant de cette manière l'histoire de Kaede Harimaya et de son agresseur Kaoru Kobayashi. Nous voilà à la fin de cette histoire tragique. J'espère que cette vidéo vous a sensibilisé et vous a donné une meilleure compréhension de l'impact de tels crimes sur les familles, les communautés et le pays tout entier. J'aimerais lire vos opinions et vos réactions dans les commentaires ci-dessous.
donc n'hésitez pas à les partager avec moi. Si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous encourage vivement à vous abonner à ma chaîne pour rester informé de mes prochaines vidéos. Je tiens à vous remercier pour votre attention et votre soutien. Et à bientôt pour de nouvelles affaires criminelles.